Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, une première, et peut-être pas la dernière, en tout cas je le souhaite. On va débriefer, on est allé avec mon frère à un colloque de champignons thérapeutiques, le premier colloque national de champignons thérapeutiques. C'était à Metz, c'était le 1er juin 2024. Et c'était une première, c'était la première fois que des scientifiques se réunissaient en France pour parler exclusivement de l'importance des champignons thérapeutiques. Ce colloque, il a été organisé par la Société française d'ethnopharmacologie. C'est une société savante qui a été créée en 1986, qui a environ 500 membres qui sont répartis dans une trentaine de pays. Et il s'intéresse à ce qu'on appelle l'ethnopharmacologie. Alors c'est quoi l'ethnopharmacologie? C'est l'étude scientifique interdisciplinaire de l'ensemble des matières d'origine végétale, animale ou minérale et des savoirs ou des pratiques s'y rattachant. Vous pouvez même consulter leur site. On a vécu vraiment des choses intéressantes. Je vous montre le site justement de la Société française d'ethnopharmacologie. Donc vous pourrez y faire un tour. Ils ont des formations, ils ont également une belle revue qui traite généralement de phytothérapie, d'aromathérapie. Et nous, en tout cas, à titre personnel, on a vécu vraiment une super journée et on voulait vous faire un petit débrief. Et Julien, je vais te poser la question. Première question, toi, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu retiens de ce colloque? Quelle est la première chose que tu retiens? Non, effectivement, moi j'ai vraiment trouvé ça super intéressant parce qu'on est vraiment on se retrouve entre, cliniciens, praticiens, chercheurs aussi. Il y avait des chercheurs ou même des gens aussi, des curieux, avec cette envie de découvrir, le soigner autrement ou et de se rendre compte que la nature peut vraiment apporter des effets bénéfiques sur la santé. Et là, c'est pas n'importe quelle nature parce que justement on est sur les champignons et les champignons sont encore très peu connus. Moi, quand je suis, au cabinet, alors vous savez, je suis pour les gens qui me peut-être me connaissent pas, moi je suis vétérinaire. Donc quand je suis au cabinet et qu'il y a des animaux et que je parle aux propriétaires de champignons, ils sont là, des champignons thérapeutiques? Oui, les plantes, la phytothérapie, oui, l'homéo, je connais, mais les champignons, c'est quoi de ça? Donc il y a vraiment une méconnaissance et pourtant, et on va, j'espère, en parler aujourd'hui, il y a vraiment une puissance thérapeutique et aussi derrière un tissu scientifique assez solide, un tissu aussi culturel. Et là, je vais en parler tout de suite de ce tissu culturel parce que pour moi, c'est ce qui m'a marqué au départ. C'est de me rendre compte que il y a beaucoup de culture dans la médecine finalement et dans l'affinité qu'on a avec certaines pratiques. Et c'est lié vraiment à la culture. Donc on voit qu'en Asie et également en Russie, on a un bassin assez fort sur les champignons. Ils ont dès le début eu une bonne réputation. On voit par exemple un livre médical de la dynastie pardon, des Han, Chine ancienne, on est à 200, 300 ans après ou avant Jésus-Christ, c'est dur à dire. Il mentionne déjà un champignon thérapeutique qu'on appelle le reishi comme vraiment être le champignon de la longévité et qui apporte des vertus thérapeutiques. Donc on voit que dans leur culture, c'est très ancré et c'est pas étonnant de voir que c'est en Asie qu'on va actuellement beaucoup utiliser les champignons thérapeutiques même dans des soins parfois assez graves où on accompagne notamment les patients atteints de cancer. Et c'est assez étonnant et marrant, entre guillemets, de voir que nous, on n'en parle pas. Nous, dans notre culture, les champignons sont associés quand même à pas mal de négativité. Dans le folklore un peu ambiant, la sorcellerie est associée aussi aux champignons. C'est pour empoisonner les gens. Et le champignon a cette vertu un peu, a cette notion un peu de dangerosité. Et je me rappelle d'un intervenant aussi qui raconte que lorsqu'il a commencé il y a 10, 15 ans à parler champignons, on lui a dit quoi? Champignons pour se droguer? Donc on avait l'idée du champignon hallucinogène qu'on peut aller chercher aux Pays-Bas quand on veut avoir un peu un aspect hallucinogène et récréatif. D'ailleurs, on en reparlera aussi plus tard de ça. Mais pour moi, c'est le côté vraiment culture qui m'a marqué. Et je pense que avec le monde qui s'ouvre, il y a moyen de laisser faire sauter un peu les digues de cette culture, d'appréhender, d'aller voir d'autres cultures et de se rendre compte que les champignons sont très efficaces et très importants pour, on va dire, la santé et la prévention. C'est intéressant ce que tu dis sur ce phénomène de culture, tu as raison, d'ailleurs, on pourrait penser que les champignons thérapeutiques, c'est surtout en Asie. Oui, ils se sont développés en Asie, mais quand on creuse, on en parlera à la fin, ils sont en fait développés sur tous les continents. Donc ça, c'est un point vraiment, déjà très intéressant. Tu as raison sur le fait que c'est un aspect culturel. En Europe, on est plus sur la phytothérapie, on est plus sur
en tout cas dans l'approche complémentaire du soin. On est plus sur la phytothérapie, on est plus sur l'aromathérapie, on est plus sur l'homéopathie. Et là, on a un règne, en fait, qui est le règne des champignons, qui est clairement pas comme les autres règnes, qui est clairement à part. Et ce règne-là, eh ben, a des vertus thérapeutiques. Alors, c'est vrai que je n'ai pas dit en introduction, c'est quoi les champignons thérapeutiques? Bah, c'est des champignons qui ont des vertus sur la santé du corps, tout simplement. Et généralement, quand on Mmh. parle de champignons, en tout cas dans la culture française, on est soit sur l'aspect culinaire, on est soit sur Mmh. l'aspect psychédélique, l'aspect, on va dire, drogue, et on n'est pas sur Ouais, l'aspect thérapeutique. Donc, ce ouais, colloque-là a eu vraiment le mérite de mettre en avant l'aspect thérapeutique et oui. clairement, on nous a aussi montré qu'au niveau des publications scientifiques, les Oui, publications étaient de plus en plus nombreuses depuis 10-15 ans, oui. parce que depuis 10-15 ans, eh bah, avec aussi la mondialisation, on s'intéresse de plus en plus aux produits qui viennent de toutes parts et qui pourraient améliorer notre santé. Ouais. Justement, c'est très important quand tu parles de culture. Nous, c'est plutôt phyto, c'est plutôt l'homéo. Il y a beaucoup d'influences. Moi, il y a une date qui m'a marqué, que j'ai appris lors de ce séminaire, c'est 1969. C'est quand Robert Whittaker, qui est un Américain, qui est dans la biologie, commence à détailler un peu le champignon, commence à démontrer aussi et c'est à ce moment-là qu'on va séparer finalement le champignon des plantes. Avant, le champignon était dans les plantes, donc on comprenait mal le fonctionnement et c'était une plante. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il y a déjà pas de photosynthèse dans les champignons. Donc je pense que si c'est par méconnaissance qu'on s'est pas forcément intéressé à ces champignons-là, et on se rend compte de plus en plus maintenant que ces champignons-là ont des vertus thérapeutiques très puissantes. Et je pense que dans les années à venir, c'est amené à se développer. Et tu sais que là, ça me fait penser à quelque chose, les champignons ont été aussi, décriés. Je pense à Hildegard de Bingen, qui est Mhm. une personne d'église, qui a développé, aussi, pas mal la phytothérapie à son époque et il me semble qu'elle disait: «Les champignons sont trop toxiques, en tout cas drainent trop, sont Mhm. là pour drainer le sol, en fait, sont là pour Intéressant. drainer le sol de leur Intéressant. toxicité». Alors, un point Oui. intéressant, on sait qu'ils sont effectivement capables d'être chargés en métaux lourds et malheureusement, il faut faire très attention, et ça c'est le premier peut-être message qu'on peut dire à nos auditeurs, très attention à la matière première et où vous allez les acheter, parce qu'effectivement, ils peuvent être très chargés en métaux lourds, il faut les prendre clairement en agriculture biologique et choisir le bon laboratoire. Mais là, le point était important, c'était qu'au départ, c'était: «Attends, c'est trop drainant, ça draine le sol et ça vient capter les choses négatives». Et donc, Ouais. même certaines personnes qui avaient une belle approche de la phytothérapie, et je pense à cette personne, Hildegard de Bingen, Oui, parce belle elle approche, est connue pour soigner au naturel et elle oui, a quand même c'est une pointure, on va dire, historique, du voilà, et soin au elle-même naturel, disait: bien sûr. «Attention les champignons, en gros, je m'en sers pas, en tout cas, c'est les notions que j'ai sera toujours à peaufiner, et si vous avez des notions là-dessus, vous pouvez toujours réagir à ce que je viens de dire là, mais moi, j'ai Et ces d'ailleurs, même notions-là». Hippocrate, hein, Hippocrate aussi, qui est on va dire souvent le père de la médecine, mentionne, très peu ou à ma connaissance pas les champignons. Il s'en méfiait aussi, alors que pour autant, il était très alimentation et très plantes. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est un point important. Écoute, merci d'avoir souligné ce point, l'aspect culturel aussi, et ce qui fait que les champignons, peut-être, ne sont pas encore trop, trop, trop développés, mais au vu du colloque qu'on a passé ensemble, on se rend bien compte qu'il y a un grand avenir de ces champignons thérapeutiques pour le soin naturel. Alors, je vais passer à un point 2. Je t'ai posé la question de ce qui t'avait marqué, et moi, je vais parler, d'un médecin qui s'appelle le docteur Bunicourt. C'est un médecin neurologue. Et c'est un médecin neurologue qui est venu faire une présentation sur une étude, une petite étude qu'il a conduit à son cabinet. Et c'est une étude sur la prise en charge du syndrome des jambes sans repos. Donc, je sais pas si tu connais un peu ça, syndrome des jambes sans repos, et ben, ça se voit peut-être Tu pas peux chez peut-être, l'animal. détailler un peu? Voilà, ça se voit pas chez l'animal, je pense, mais c'est des Non. personnes qui ont fait des impatiences. Les fameuses Mmh. impatiences, à partir de 10 heures du soir, bah, ils commencent à, même avant, commencent un petit peu à bouger les jambes, commencent à avoir des Mmh. fourmillements, avoir le besoin impérieux de bouger, et puis là, il faut qu'on se lève, il faut qu'on marche. Des fois, on met du froid dessus, des fois, on met du chaud sur les jambes. Bref, ils peuvent parfois vraiment avoir une qualité de vie très altérée parce que ça impacte fortement, bien sûr, le sommeil. Donc il y a les traitements pour ça,
et ça, ce médecin, docteur Bunicourt, ce neurologue, nous l'a bien expliqué. Les traitements, c'est les agonistes dopaminergiques, mais il nous a aussi expliqué une chose, c'est qu'il n'était pas satisfait, en tout cas dans son exercice, pas pleinement satisfait de ces traitements-là, parce que, ils s'épuisent dans leur efficacité et ensuite on a un syndrome qui fait que le trouble, en fait, se propage à on va dire à l'ensemble du corps. On parle des syndromes des jambes sans repos, mais ces impatiences peuvent aussi arriver aux membres supérieurs. Et là, forcément, ça pose un problème. Et là, il est obligé, en tout cas, il nous expliquait ça de manière assez claire, qu'après, il faut trouver d'autres méthodes pour se sevrer de ces médicaments-là. Donc, ces fameux Ouais. agonistes dopaminergiques. Alors, lui, il a fait une étude. Il a fait une étude sur un champignon thérapeutique et le plus connu de tous, qui s'appelle le reishi. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, pris 18 patients et c'est des patients qui étaient naïfs de traitement. Ils n'avaient jamais eu de traitement pour le syndrome des jambes sans repos et ils ont rempli des questionnaires pour qu'on puisse évaluer la sévérité de leurs troubles et Mmh. ensuite, ces patients, eh ben, ont pris, du reishi, donc ont pris ce fameux champignon thérapeutique, on en parlera juste après, l'un des plus connus. Le nom latin, c'est Ouais. Ganoderma lucidum, peut-être le plus connu et Mmh. ce champignon thérapeutique, il l'a choisi parce que ce champignon a un tropisme neurologique. Ça veut dire que préférentiellement, il va quand même agir sur le système nerveux et Il donc aime bien. ils prennent Ouais, il ces aime bien y patients aller. prennent ce Mmh. traitement pendant 2 mois et Mmh. et bah, au bout de 2 mois, 13 des 18 patients, donc 72 se répondent à ce traitement et se disent suffisamment soulagés, et puis à la fin du traitement, 15 jours après, encore la moitié, plus de la moitié des patients de cette cohorte se disent eh ben, que leur témoignent que leurs troubles, se sont bien amendés et que justement, ils se sentent beaucoup mieux à la suite de la prise de ce champignon, thérapeutique. C'est vrai que c'est intéressant, ouais. C'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser un peu à la gestion de l'arthrose. Alors, ça a peut-être rien à voir chez les animaux, mais par rapport à la pathologie des jambes sans repos. Mais ça me fait vraiment penser à quelque chose. C'est la rapidité du soin d'un côté, de la médecine classique qui quand même a cet avantage d'être rapide, mais il y a des effets secondaires. La nature a on va dire, désavantage d'être beaucoup plus lent. On le voit dans cette étude et d'ailleurs il a parlé aussi du fait que parfois il commençait aussi par un traitement si c'était trop important, mais il avait ce soutien des champignons. On l'a interrogé sur des protocoles qui pouvaient être mis en place où justement le champignon vient prendre le relais de la drogue. On va dire classique, de la chimie classique. Et c'est vrai que ça m'a un peu marqué parce qu'on voit des patients qui sont soulagés vraiment quasiment immédiatement, du jour au lendemain avec la chimie classique. Et puis au fil du temps, le traitement ne fonctionne plus. Et là, il racontait aussi cette automédication où les gens eux-mêmes vont monter les doses, vont être satisfaits jusqu'à arriver à un stade où finalement le médicament ne marche plus du tout. Et là, il faut sevrer le patient. Je trouve que c'est hyper intéressant comme témoignage parce que ça montre aussi, avec ce reishi, et l'expérience aussi le montre, que la patience avec les champignons thérapeutiques ou avec les plantes, elle est de mise. Si on est patient, on n'aura pas un effet brutal, super efficace, mais petit à petit, ça va prendre ça va, on va dire, rentrer dans le corps et ça va avoir un effet thérapeutique. Et je trouve vraiment souligner cet effet de patience, c'est vraiment important. Effet de patience et puis et bien sûr, effet aussi secondaire extrêmement limité. C'est ça aussi qui est Oui, intéressant et ça dans les champignons thérapeutiques, il y a pas beaucoup d'effets secondaires, en tout cas renseignés. non, Il y a pas beaucoup de contre-indications non plus. Alors on parle toujours non, quand on parle de contre-indications, souvent on parle de contre-indications avec certains médicaments, on se méfie des interactions médicamenteuses pour les personnes qui ont oui, déjà un médicament. Mais voilà, oui, il faut souligner aussi que ce reishi-là, il a comme je l'ai dit, il a un tropisme neurologique et a priori, il joue sur le système dopaminergique. Donc physiologiquement, il est oui. il a tout ce qu'il faut, on va dire, pour pouvoir agir dans le syndrome des jambes sans repos. Et d'ailleurs, parlons un petit peu de ce champignon thérapeutique, le reishi, comme je l'ai dit, le plus connu, le plus célèbre, peut-être un des plus étudiés, et on l'appelle le champignon de l'immortalité, de l'éternelle jeunesse aussi. C'est un peu un champignon aussi passe-partout. Comme je le disais, il a un tropisme neurologique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il va jouer également sur plusieurs systèmes organiques. Et c'est aussi une
je vais pas dire une plante, ne nous trompons pas, mais un champignon adaptogène. Et c'est là, à mon avis, le point intéressant, et c'est d'ailleurs aussi ce que soulignait docteur Bunicourt, c'est ce point-là qui est intéressant, c'est que adaptogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une molécule, enfin plutôt un groupe de molécules qui vont permettre au corps de mieux s'adapter au stress. Et on sait que le stress chronique fait le lit de quasiment toutes les pathologies chroniques. Donc là, ce point intéressant, c'est que cette capacité adaptogène de ce reishi, a priori, lui confère une multitude de bienfaits. Et c'est pour ça que tu l'avais dit aussi, on en avait parlé, quand on ne sait pas trop quel champignon thérapeutique prendre, peut-être que à mon avis, c'est ce que tu allais dire, c'est peut-être le reishi qu'il faut prendre en premier. Oui, en tout cas, c'est vrai que dans ma pratique avec les animaux, et vous savez qu'il y a quand même une santé globale, hein, il y a beaucoup de mélanges entre ce qu'on découvre chez l'animal ou chez la souris et ce qui peut être fait. Il y a vraiment une médecine globale. Ça aussi, on pourra en parler un jour sur la chaîne La santé simplement. Mais le réchi, je dis souvent sur les animaux, quand on sait pas quoi faire, on veut faire un champignon thérapeutique pour dynamiser un animal, on sait pas lequel le prendre. Franchement, on peut prendre le reishi parce que tu sais, il y a, les effets thérapeutiques du reishi et il y a un laboratoire qui nous montre parfois, un schéma, je me rappelle, où on voit justement le reishi au centre et puis les flèches partent dans tous les sens. On voit qu'il a vraiment un soutien vraiment important sur énormément de systèmes. Il n'y a pas que le système du cerveau, parce qu'on sait qu'il est aussi indiqué en cas de dépression et anxiété. Il y a aussi le système des hormones. Donc il est aussi très bon pour stimuler les hormones et pour aider aussi les femmes qui ont des troubles hormonaux, souvent liés à l'âge. Donc c'est vraiment un super champignon. Et moi, il y a une anecdote aussi qui me marque avec ce champignon et qui me donne envie d'en prendre, même si j'en ai déjà pris. C'est le côté un peu champignon, comme tu l'as dit, de l'immortalité. Et en Chine, c'était un champignon rare parce qu'à l'état sauvage, on n'en trouvait pas toujours. Donc il était destiné à une certaine élite, notamment les empereurs et on va dire, la société d'en bas, si je peux m'exprimer ainsi, n'avait pas accès à ces champignons. Et on voit que depuis qu'on a mis en culture, peut-être années 80, 70, ce champignon, on voit maintenant qu'il est accessible à peut-être toute la population mondiale, donc, et qu'il est présent dans énormément de pays. Donc c'est vraiment hyper intéressant de se dire qu'on a accès à un champignon qui, à l'époque, était considéré comme un champignon miraculeux, unique et rare et pas évident à consommer. Parle de rareté du champignon thérapeutique, on l'a vu ça à différents dans l'histoire de l'humanité, on l'a vu avec les épices. Les épices, à une époque, avaient des vertus, on le sait. Je parle du safran, vous savez que ça coûte très cher. Le safran a des vertus thérapeutiques, par exemple, et aussi un tropisme, neurologique, système nerveux central. Et ben, ce safran coûtait extrêmement cher. Il coûte encore très cher, mais à l'époque, seulement une élite pouvait le consommer, pour ses vertus, on va dire, médicinales. Et ça, on le sait, certaines épices étaient au moins aussi chères que l'or, il y a quelques centaines d'années, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un développement, la route des épices, c'était aussi ça. C'était des gens qui allaient chercher très très loin les épices et seulement une élite pouvait les consommer pour leurs vertus. En l'occurrence, longévité et aussi aphrodisiaque, parce que c'était aussi ça, on le cherchait aussi les épices pour leurs vertus aphrodisiaques. Donc, il y a effectivement ce côté-là, ça me fait penser aussi au ginseng. Le ginseng, c'était aussi à l'état sauvage. Maintenant, on peut mettre en culture, mais à l'époque, on avait du ginseng à l'état sauvage et on allait le chercher dans des coins cachés. Et parfois, on ne disait pas où se trouvaient ces coins-là. Ça était tenu secret parce que plus le ginseng est ancien, donc plus on le laisse sous terre et plus il pousse, plus il est ancien. Donc c'est une plante adaptogène, une des plus grandes plantes d'ailleurs de la médecine chinoise. Plus il est ancien, plus il a des vertus thérapeutiques. Donc, généralement, c'est des ginseng des fois qui avaient des dizaines d'années, voire plus, mais encore plus que ça. Et D'ailleurs, tu m'as raconté une anecdote avec Louis XIV, non? Et ginseng. Louis XIV a utilisé Ouais. du ginseng. Louis XIV, il est décrit qu'il avait des petits problèmes effectivement érectionnels, pour tout vous dire, et et Louis XIV, eh bah, c'est un empereur qui est venu lui offrir là sur un petit peu un échange diplomatique, bah, il est venu lui dire: «Écoute, tu as des problèmes, d'érection, et bah, prends du ginseng et ça va aller mieux». Et l'histoire raconte qu'effectivement, il a consommé ce ginseng et que ça a, permis Il lui a d'améliorer, redonné de la vigueur. de lui donner un peu plus de vigueur, effectivement. Intéressant. Je t'ai parlé du coup de ce neurologue qui nous a fait un beau topo sur le syndrome des jambes sans repos. À ton tour, parle-moi peut-être d'une autre intervention qui t'a plu durant ce colloque? Il y a une intervention qui a été assez, pour moi, assez marquante, hein. C'est une intervention qu'on a eue à la fin avec un psychiatre suisse, plein d'humour, plein d'énergie. C'était vraiment super ce qu'il nous a fait et il nous a parlé justement de champignons, hallucinogènes. Il nous a parlé d'une molécule qu'on trouve dans le champignon qu'on appelle, la psilocybine
et la psilocybine a, des effets, psychogènes et ce qui est vraiment intéressant, je ne savais pas du tout, c'est que la Suisse a beaucoup investi dans entre guillemets «dans ce champignon» et a fait pas mal d'études, qui sont des études solides, où on va accompagner des patients qui sont atteints de troubles, psychiatriques ou psychologiques, anxiété, dépression, on va les accompagner avec ce champignon. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant comme technique. Donc il nous décrit au départ que le champignon a la capacité de faire des ponts, ou en tout cas de stimuler le cerveau d'une certaine manière et d'ouvrir le champ des consciences. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le champignon que prennent les chamans. Que ce soit des chamans en Eurasie, ou en Russie, ou des chamans également en Amérique du Sud, ou même en Amérique du Nord. Traditionnellement, je ne sais pas si tu sais, il y a des rites, et puis le chaman prend un champignon, il rentre parfois en transe, en connexion, il a des messages, il les ramène. Donc il y a vraiment un lien qui est lié au rite, un lien qui est lié à la spiritualité en réalité. Et ce champignon-là est un outil précieux pour avoir accès à ce genre d'informations. Et c'est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, on a un pays occidental, on a un pays en Europe, la Suisse, qui se dit, OK, on va prendre ce champignon, on sait qu'il a des effets psychogènes, et on va essayer d'aider les patients. Parce que ce champignon-là ne modifie pas, on va dire, votre présence. C'est-à-dire qu'on peut toujours vous parler, vous n'êtes pas en bad trip à partir dans tous les sens. Tout ça est vraiment sérieux, encadré, donc il y a une intention qui est donnée, le patient prend le champignon thérapeutique, on sait que les effets vont durer plusieurs heures et on va commencer à travailler sur un problème bien précis de la personne. Je trouve ça vraiment génial. Et ça d'ailleurs, ça a un nom. On appelle ça en Suisse, c'est la PAP, la psychothérapie assistée par les psychédéliques. Donc c'est vraiment sérieux, c'est vraiment impressionnant. Et il nous décrit quelque chose d'important, c'est les effets, bien sûr, ça marche beaucoup. Et puis l'autre effet aussi, l'autre élément fondamental, c'est l'absence d'addiction. Et ça, pour moi, c'est juste fondamental et c'est génial que vous puissiez pas, en une prise, devenir addict aux champignons et après essayer d'en consommer pour retrouver des effets psychogènes. C'est oui, tu as raison, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, l'absence d'addiction et c'est vrai que, ça, c'est un point important parce que ce qu'il a aussi raconté et ce qu'il nous a aussi raconté, donc c'est le docteur Jacques Besson d'ailleurs, on n'a pas cité son nom, qui est psychiatre, Jacques Besson. Ce qu'il nous a aussi, dit, donc il est à Lausanne, ce qu'il nous a aussi dit, c'est que, en fait, ça permettait en tout cas moi je le vois comme ça permet de renforcer les connexions intracérébrales. Il a parlé du système aussi sérotoninergique, donc des récepteurs de la sérotonine qui sont plus représentés et qui captent la sérotonine, donc vous savez que c'est l'hormone du bien-être. Forcément, on se sent bien et on a aussi, dans les descriptions qu'il a données, moi je le ressens comme ça, on a aussi l'esprit qui est plus vif. Donc en fait, on fait des prises de conscience. Vous savez, dans les problèmes justement de dépression ou des problèmes, prendre de traumatisme, parce qu'il a aussi beaucoup parlé de trauma, de psychotrauma, et ben, il faut qu'on puisse prendre du recul. Il faut qu'on puisse aborder la chose différemment et il faut qu'on puisse avoir aussi l'esprit qui est capable de rentrer en contact avec la problématique pour pouvoir justement la comprendre, pouvoir l'intégrer. On parle aussi d'intégration. Donc ça, il l'a dit d'une autre manière. Moi, je l'ai vécu comme ça, dire ce champignon a la capacité de renforcer en fait des connexions intracérébrales et de permettre des meilleures prises de conscience, pour justement prendre du recul et avancer et pouvoir intégrer les choses et pouvoir guérir éventuellement notre trauma, ou en tout cas amener quelque chose de positif dans la prise en charge de ce trauma et de soulager les patients. Oui, il y avait une comparaison aussi avec l'hypnose, parce qu'à la fin, on lui pose la question, alors je sais pas si la question était, je paraphrase, mais en gros, quelle est la différence entre l'hypnose et ce champignon thérapeutique? Et je trouve qu'il a eu une belle image qui témoigne de ça et où on se dit: «C'est vraiment intéressant». Il dit: «L'hypnose, on prend son temps, on essaie d'aborder le problème, on va essayer de voir s'il y a une ouverture, on va être dans la douceur». Mais il raconte que, avec le champignon, thérapeutique ici, donc la psilocybine, pas besoin de faire ça. Il y a pas il y a pas de risque. On peut vraiment aborder le sujet parce que on peut vraiment rentrer dedans sans crainte et il y a beaucoup moins de blocage et on peut accompagner le patient pour justement obtenir les effets désirés. Ce qui est important à dire aussi, c'est que le patient est accompagné, bien évidemment. C'est pas une séance où on va le lâcher dans la nature, il va commencer à dire, à avoir des choses ou avoir des hallucinations. Non, on l'encadre tout au long de la séance pour justement arriver à un but. Le but ici, c'est de délier ou de comprendre certaines choses qui bloquent l'individu. Oui,
Et puis, il faut quand même rappeler, Julien, tu seras d'accord avec moi, il faut quand même rappeler que la prise de ce champignon est illégale, la consommation est illégale en France. Rappelons-le, Tout à fait, vente illégale, tout à fait. consommation illégale. Donc, on n'est pas en train de faire la promotion de ce champignon thérapeutique sur cette chaîne, loin de là. Mais Loin de là. on a Ouais, appris effectivement que la Suisse se servait de ce champignon thérapeutique. Et peut-être qu'un jour en France, on aura aussi des instances psychiatriques et médicales qui se diront: «Bah, tiens, on va se servir de cet outil parce que, il paraît efficace» et il est efficace en tout cas, il paraît oui, efficace pour la prise en charge de certains troubles psychiatriques. Si bien sûr tout à fait. cela est fait dans les règles de l'art et comme tu l'as dit, bien entouré. Bien entouré, c'est ça. Tout à fait d'accord. Ouais. Écoute, on va, est-ce que tu voudrais nous rajouter quelque chose, sur, ton petit débrief et ton expérience là-bas à ce colloque? Écoute, non, je pense que moi, je te dis, on a fait le tour. On a eu également d'autres intervenants vraiment de qualité. On a appris beaucoup sur les champignons. Il y avait également, une intervenante sur la ménopause, où on voyait que le champignon thérapeutique, c'était aussi le reishi, mais pas que. Il y avait d'autres champignons, étaient vraiment intéressants pour justement gérer, cette ménopause avec, les bouffées de chaleur, avec les symptômes qui accompagnent la ménopause. Donc c'était vraiment aussi, cet, intervenant-là aussi était très intéressant. Donc et on a croisé beaucoup de monde et je crois qu'aussi tu veux peut-être parler, de la personne qu'on a Je finirai croisée. oui, je finirai avec Ouais, ça. On a croisé beaucoup de monde, on a échangé des cartes et j'espère que ce beau monde pourra, venir s'exprimer sur ma chaîne YouTube, en tout cas sur la chaîne La Santé Simplement. Je l'espère vraiment. Effectivement, on a rencontré aussi, docteur, Beckley qui est, un docteur en biochimie au Togo, à Lomé et c'est un docteur qui est dans la recherche la semaine et qui est également praticien le week-end. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment un pied dans la recherche et également dans la pratique. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a fait aussi un petit poster. Il nous avait résumé un peu son étude et j'ai pu m'entretenir personnellement avec lui. On s'est entretenu avec lui. C'était vraiment une rencontre vraiment intéressante. Et ce docteur nous a expliqué que en Afrique, bah, le reishi existait, que le reishi était consommé. Et là, moi, j'ai appris un truc. Je me suis dit, bah non, bah, oui. le champignon thérapeutique, c'est en Asie, c'est au Japon. Bah non, c'est aussi en Afrique de l'Ouest. En tout cas, il y en a, ils en consomment. Et lui, son travail aussi a mis en avant que certaines populations utilisent des champignons thérapeutiques pour épurer les eaux usées. Donc tu vois, il y a une pratique ancestrale pour épurer les eaux usées Mmh, et également, du coup, la consommation de ce champignon thérapeutique, le oui, reishi, se fait également dans la tradition, on va dire oui, dans la tradition, en tout cas au Togo, à Lomé, dans, oui. la prise en charge des patients avec les tradis praticiens. Et encore une fois, les champignons thérapeutiques, c'est pas que l'Asie, hein. C'est pas forcément on a une grosse, peut-être domination, des champignons thérapeutiques asiatiques parce que justement la culture là-bas, ils s'en sont servis beaucoup. Il y a plus d'études, je parle du reishi, je parle également, du maitake, du shiitake, mais faut prendre conscience que là, on prend conscience que le reishi est également un état naturel au Togo. Il faut prendre conscience que nous aussi en Europe, on a des champignons. Par exemple, la poule au bois, elle est, là où j'habite, elle est en Moselle. Notre oncle, d'ailleurs, dans sa Moselle, natale, pas natale, mais sa Moselle là où il vit, il n'avait pas la possibilité de la ramasser parce qu'elle a été, protégée, mais ça s'appelle la poule au bois ou la poule des bois, je me rappelle plus, c'est du maitake et c'est le champignon dansant et c'est un champignon donc qui a des vertus thérapeutiques extrêmement importantes sur les cancers et en plus, j'ai jamais goûté moi, mais il a un goût un peu sucré, donc sa qualité gustative elle est intéressante et les gens la consomment ici en France et le champignon pousse à l'état naturel en France. Contrairement au reishi qui ne pousse pas et qui, pour le coup, a un goût extrêmement amer. Le reishi n'est pas un champignon qu'on peut cuisiner avec une omelette, par exemple. Ça n'ira pas. Mais le maitake existe, donc il y a énormément de champignons qui ne sont pas asiatiques, qui sont partout et qui sont thérapeutiques. En tout cas, il y avait vraiment besoin d'aller plus loin dans cette recherche, dans cette expérience. Pour ma part, j'utilisais très peu les champignons thérapeutiques et maintenant je suis bien sûr, j'étais déjà convaincu avant, mais avec ce colloque, j'ai vraiment envie de les utiliser beaucoup plus et c'est vrai que, la science est là aussi pour corroborer tout ce qu'on dit et j'ai envie de dire, c'est que le début parce qu'on nous a aussi Oui, présenté certaines recherches, en tout cas des avancées dans la recherche pour aller plus loin, pour savoir ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut faire avec et bien sûr pour avoir des applications cliniques. Donc ce sera un petit peu le mot de la fin. On en reparlera. Si ça vous plaît, bien sûr, vous pouvez
vous abonner sur ma chaîne La Santé Simplement. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire, vous pouvez, partager aussi vos connaissances et votre retour personnel sur la consommation de ces champignons thérapeutiques. Julien, je te remercie. Je rappelle que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Mado aime les animaux. C'est un petit peu la version vétérinaire de ma chaîne, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et tu parles de santé, vétérinaire, et de santé naturelle, vétérinaire, donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir cette chaîne. De toute façon, on va se recroiser, tu vas revenir sur ma chaîne, je vais t'inviter. Avec On plaisir. Dès hésitait que à tu faire m'invites, je justement reviens. tu dis que oui, bah, voilà, on hésitait à faire justement ce genre de petite chat régulièrement. Si ça vous a plu, vous laissez un petit pouce et bien sûr, on se dit à bientôt. Je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite sur la chaîne La Santé Simplement. Au revoir.